envoyé un message disant « Tu ronfles trop fort. Dors sur le canapé à partir de maintenant. » J'ai répondu « Pas de problème. » Après ça, j'ai commencé à dormir dans mon propre appartement. Elle n'avait aucune idée que j'avais laissé sa petite comédie continuer alors que j'avais simplement cessé de rentrer à la maison pour de bon. Je suis un homme de 38 ans. J'ai reçu ce message lundi dernier, alors que j'étais au bureau. Ma femme, Mélissa, a 36 ans, et nous sommes mariés depuis 7 ans ensemble depuis 9. Le message était direct. Ton ronflement est devenu insupportable. Dors sur le canapé à partir de maintenant. J'ai besoin de dormir correctement. Pas de « on peut en parler ». Pas de « on devrait peut-être consulter un médecin ». Non. Juste un ordre. Comme si j'étais un chien qu'on chasse du lit. Le plus ironique, c'est que j'ai toujours ronflé. Elle le savait quand nous avons commencé à sortir ensemble. Elle le savait quand nous avons emménagé ensemble. Elle le savait quand nous nous sommes mariés. Mais soudainement, après 7 ans, c'est devenu insupportable. Ce qui m'a le plus dérangé, ce n'est même pas le ronflement. C'est le ton. L'arrogance. Aucune discussion, juste un ordre, par texto, pendant que je travaillais. Pas de problème, ai-je répondu. Elle a envoyé un emoji de pouce levé. Et voilà. 7 ans de mariage résumé en un pouce levé. Mais il y a quelque chose que Mélissa ignore. Quand nous nous sommes mariés, j'ai gardé mon ancien appartement. Oui, je sais ce que ça peut donner comme impression. Mais c'est mon grand-père qui me l'a laissé. Entièrement payé. Rien de luxueux, un petit appartement d'une chambre, à 20 minutes de chez nous. Je le louais, mais le locataire est parti il y a environ 3 mois. Je traînais un peu avant de le remettre en location. Parfois j'y allais pour travailler sur des projets ou simplement pour avoir un peu de paix. Mélissa croyait que je l'avais vendu depuis longtemps. Je ne l'ai jamais corrigé. Parce que, soyons honnêtes, chacun a besoin d'un petit coin à lui, non? Ce soir-là, j'ai pris mon oreiller et je suis allé sur le canapé. Mélissa est passée devant moi, en pyjama de soie, sans dire un mot. Elle est juste entrée dans la chambre et a fermé la porte. Je suis resté allongé sur ce canapé pendant environ 1 heure. Et soit dit en passant, ce canapé est horrible. Un de ces modèles modernes qu'elle a absolument voulu acheter. Joli, oui. Mais on dirait qu'on dort sur du béton stylisé. Vers minuit, je me suis levé, j'ai pris quelques vêtements et je suis parti. J'ai conduit jusqu'à mon appartement et j'ai dormi dans un vrai lit. Mon dos m'en a remercié. Le lendemain matin, je suis rentré à la maison à 6 heures, avant qu'elle ne se réveille. J'ai remis l'oreiller sur le canapé, dérangé un peu la couverture pour faire croire que j'y avais dormi. Elle est descendue à 7 heures, a préparé du café et a dit « Tu vois ? Ce n'était pas si difficile. J'ai juste souri et préparé mon petit déjeuner. Et c'est comme ça toute la semaine. Chaque soir, elle va se coucher. J'attends 1 heure, je pars et je dors dans mon appartement. Je reviens tôt le matin. Elle ne se doute de rien. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que je commence à réaliser que je ne ressens aucun manque d'être là-bas. Mise à jour 1. 2 semaines plus tard. Cela fait maintenant 2 semaines depuis ma disparition nocturne. La routine est parfaite, Mélissa se couche vers 22 heures. Je pars à 23 heures. Je reviens à 6 heures du matin. Et elle ne se doute toujours de rien. Mais son sentiment de supériorité n'a fait qu'augmenter. Dans sa tête, puisque je dors sur le canapé, elle a décidé que je n'avais plus besoin d'avoir accès à notre chambre. Elle a acheté un de ses organiseurs de porte et a transféré tous mes vêtements de l'armoire là-dedans. La commode qui était la mienne, elle l'utilise maintenant pour ranger son surplus de vêtements. C'est plus logique comme ça, a-t-elle dit. Puisque tu n'utilises plus la chambre, de toute façon. Je n'ai pas discuté. Je me suis contenté de répondre. Très bien, comme tu veux. Elle a eu l'air surprise que je ne réagisse pas. Même un peu déçue, comme si elle espérait une dispute. Puis arriva le jeudi. Je me suis réveillé en retard dans mon appartement à 6h45 au lieu de 5h30. J'ai foncé chez nous, mais elle était déjà debout, fixant le canapé parfaitement rangé. « Mais tu as déjà fait le canapé ?» demanda-t-elle, avec une pointe de méfiance. Oui, je n'arrivais pas à dormir. Je suis réveillé depuis 5 heures, ai-je menti. Elle m'a observé longuement.
Tu as l'air bien reposé pour quelqu'un qui dort sur un canapé. Merci, ai-je simplement répondu. Elle a soufflé bruyamment et s'est éloignée. Mais plus tard, je l'ai vue passer la main sur le canapé, comme si elle cherchait des preuves que j'y avais vraiment dormi. Le vendredi soir, elle m'attestait. Elle est descendue à 23h30, juste au moment où j'allais partir. J'étais déjà habillé. « Où tu vas » demanda-t-elle, soupçonneuse. « Je n'arrive pas à dormir. J'ai pensé faire un tour en voiture. » À minuit ? Tu dis que je ronfle trop fort, le canapé est inconfortable. Je ne peux même pas conduire un peu pour me détendre ? Elle m'a lancé un regard froid. Très bien, mais c'est bizarre, Robert. Je suis parti quand même. Quand je suis rentré à 6 heures du matin, elle dormait sur le canapé, m'attendant. Elle s'est levée d'un bond dès que je suis entré. « Où étais-tu » cria-t-elle. « Je te l'ai dit, je suis sorti faire un tour. Je me suis arrêté dans un restaurant ouvert toute la nuit pour prendre un café. » Pendant 7 heures ? Mélissa, tu m'as banni de la chambre par message. Le canapé me détruit le dos. J'ai trouvé une solution qui me convient. Quel est le problème ? Elle ne pouvait pas répondre sans admettre qu'elle voulait que je reste à la maison mais en souffrant. Et c'est laquelle a décidé de monter d'un cran. Eh bien, puisque tu passes tes nuits dehors, tu pourrais au moins te rendre utile. J'ai besoin que tu nettoies le garage et le sous-sol. Ah, et répare la clôture. Elle a commencé à me donner une liste interminable de corvées. Chaque jour, quelque chose de nouveau. Pendant ce temps, elle recevait de plus en plus souvent ses amis à la maison en soirée vin, club de lecture, toujours dans le salon où je suis censé dormir. On va essayer de ne pas faire trop de bruit, disait-elle d'un ton mielleux, pendant qu'elle riait jusqu'à 1 heure du matin. Heureusement, je n'étais effectivement pas là. Mais celle d'hier a été la meilleure. En rentrant, j'ai vu qu'elle avait acheté un nouveau mobilier de chambre king size, matelas neuf, tout le nécessaire. L'ancien était empilé dans le garage. Puisque j'ai la chambre pour moi seul maintenant, j'ai décidé de me faire un petit upgrade, expliqua-t-elle. Va, et j'aurai besoin que tu apportes l'ancien matelas à la décharge. Le matelas que nous avions acheté ensemble il y a 3 ans. Le lit que j'avais monté moi-même. Nos meubles, désormais considérés comme des déchets. Pas de problème, ai-je répondu. Mais je n'ai rien apporté à la décharge. J'ai tout emporté dans mon appartement. J'ai tout remonté là-bas. À présent, j'ai un endroit complètement meublé. Et le meilleur dans tout ça ? Elle n'en a aucune idée. En réalité, elle est en train de m'aider à déménager sans même s'en rendre compte. Mise à jour 2. Un mois s'est écoulé, et les choses ont complètement changé cette semaine. La sœur de Mélissa, Diane, est venue nous rendre visite. L'idée était qu'elle dorme dans la chambre d'amis, mais évidemment, Mélissa a eu une idée, brillante. Puisque tu n'es jamais là la nuit de toute façon, Diane peut dormir sur le canapé. Toi, tu peux dormir dans la voiture, ou faire je ne sais quoi de tes nuits. J'ai ri. Vraiment ri. Donc maintenant, tu m'expulses même du canapé. C'est juste pour 3 nuits, ne sois pas dramatique. Diane avait l'air visiblement mal à l'aise. Mel, je ne peux pas le chasser de sa propre maison. Il ne reste même pas ici la nuit, pas vrai, Robert ? Il passe son temps à conduire. Diane m'a regardé, perplexe. Tu conduis toute la nuit. Ah, apparemment, c'est ce que je fais maintenant, ai-je répondu en attrapant mes clés. Bonne visite, Diane. Ce furent 3 nuits merveilleuses dans mon appartement. Je n'ai même pas pris la peine de faire semblant de rentrer le matin. Je n'apparaissais à la maison qu'après le travail. Mélissa était furieuse, mais ne pouvait rien dire sinon, elle aurait dû admettre qu'elle surveillait mes déplacements. Mais Diane avait bien remarqué que quelque chose n'allait pas. Le dernier jour de son séjour, elle m'a pris à part. Robert, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Ta sœur m'a banni de la chambre par message. Maintenant elle est vexée parce que je ne dors plus ici. Alors j'ai trouvé une solution. Ce n'est pas normal. Non, effectivement. Elle est repartie inquiète. 2 jours plus tard, je reçois un appel de la mère de Mélissa, le premier depuis des mois. Robert, mon cher, Diane m'a dit que tu dormais dans ta voiture. Tout va bien, Gloria. Mélissa dit que je ronfle trop fort. Après 7 ans, apparemment, c'est devenu un problème.
Puis-je être franche? Je suis marié depuis 40 ans. Ton beau-père ronfle comme un train de marchandises. Tu sais ce que je fais? Je mets des bouchons d'oreille. C'est ça, le mariage, mon garçon. Merci, Gloria. Là elle agit bêtement, mais disparaître la nuit n'aide pas non plus. Je ne disparais pas. Je suis juste, ailleurs. Puis arriva le jeudi. Et j'ai commis une erreur. Mélissa avait installé un traceur GPS dans ma voiture il y a quelques mois, pour ma sécurité, disait-elle. Eh bien, il semble qu'elle ait enfin décidé de s'en servir, car elle m'a appelé à 23h45. Où es-tu en train de conduire? La voiture est garée depuis 1 heure. Je le vois sur l'application. Pris sur le fait. Enfin, presque. Je suis à la salle de sport ouverte 24 heures sur 24. Depuis quand tu vas à la salle de sport? Depuis que je n'arrive pas à dormir. Quelle salle de sport? J'en ai cité une, près de mon appartement. Elle ne pouvait pas vérifier. C'est insensé, Robert. Rentre à la maison et dors sur le canapé. Ah, le canapé? Celui où ton club de lecture boit du vin? Où ta sœur a dormi? Ce canapé-là. Silence. Je rentrerai le matin, Mélissa. Et j'ai raccroché. Le lendemain, elle a changé de stratégie. Soudainement, elle était douce. Elle a préparé mon plat préféré, mis cette robe rouge que j'adore. Peut-être que j'ai exagéré avec cette histoire de ronflement, dit-elle en souriant. Tu peux essayer de dormir à nouveau dans la chambre, si tu veux. Vraiment? Pour une nuit. Période d'essai. À ce moment-là, j'ai tout de suite su qu'il y avait un piège. Et bien sûr, j'avais raison. J'entre dans la chambre et je vois une caméra. Pas cachée, bien en évidence, posée sur la commode, pointée vers le lit. C'est une caméra pour enregistrer mon ronflement pour le médecin. Quel médecin? Le médecin que tu vas consulter pour ton problème de ronflement. Je n'ai pas de problème. C'est toi qui as un problème avec mon ronflement. C'est la même chose. En réalité, non. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Le vrai. Elle est descendue à 2 heures du matin pour vérifier. Elle a semblé sincèrement surprise de me trouver là. Là, tu es là. Où voudrais-tu que je sois? Elle n'a rien répondu. Elle est juste remontée dans la chambre. Mais pour moi, c'est terminé. Ce petit jeu est fini. Ce week-end, je vais faire quelques changements. Mise à jour 3. L'escalade. Ce week-end, j'ai entamé la phase 2. Au lieu de continuer à cacher, j'ai simplement cessé de faire semblant. Samedi matin, Mélissa m'a trouvé en train de préparer le petit déjeuner. J'avais passé la nuit dans mon appartement. Je suis revenu à 8 heures du matin, au lieu de 6. Je ne me suis même pas donné la peine de déranger le canapé. Le canapé a l'air de n'avoir accueilli personne, m'a-t-elle accusé. C'est parce que je n'y ai pas dormi. Ses yeux se sont écarquillés. Où as-tu dormi? Pas ici. Qu'est-ce que ça change? Tu veux que je reste hors de la chambre? Alors je suis dehors. Elle a frappé sa tasse de café contre la table. Tu ne peux pas simplement disparaître toute la nuit. Tu as littéralement raconté à ta sœur que je dormais dans la voiture, tu te souviens. Je ne voulais pas dire que tu devais vraiment le faire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, Mélissa? Elle n'a pas su répondre. Elle est simplement partie en claquant la porte. 20 minutes plus tard, sa mère m'a appelé. Là elle pleure, elle dit que tu as une aventure. Je n'en ai pas. Je le sais, mon cher, mais où vas-tu? Dans un endroit où je peux dormir sans être traité comme un problème. Gloria a soupiré. Ça devient incontrôlable. Ce soir-là, Mélissa a tenté une nouvelle approche. Elle a verrouillé la porte avec le verrou intérieur à 10 heures du soir. Si je sortais, je ne pouvais plus entrer sans la réveiller pour qu'elle ouvre. Alors, je suis sorti quand même. Je suis revenu l'après-midi suivant, directement du travail. Elle m'attendait, furieuse. Tu n'es pas revenu cette nuit. Tu m'avais enfermé dehors. Je l'ai verrouillé pour la sécurité. Tu aurais pu venir frapper à 6 heures du matin pour me réveiller, puisque tu m'as banni par message. Elle m'a lancé un coussin décoratif. Il m'a à peine effleuré.
Le lundi, elle est passée au niveau nucléaire. Elle a appelé mon frère Tom. Ton frère a une aventure, lui a-t-elle dit. Tom m'a aussitôt appelé. Mec, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout expliqué. Il a tellement ri qu'il en a failli s'étouffer. Elle t'a expulsé du lit et elle est en colère parce que tu ne souffres pas sur le canapé. C'est incroyable. Ce n'est pas drôle, Tom. C'est un peu drôle. La nouvelle s'est répandue dans la famille. Mon téléphone a explosé de messages. Chacun avait son avis. Mon père a été le meilleur. Fils, je suis marié à ta mère depuis 40 ans. Tu sais ce qu'elle fait quand je ronfle? Elle me donne un petit coup de coude, comme une personne normale. Mais la famille de Mélissa était divisée. Sa mère et Diane étaient de mon côté. Son père et l'autre sœur, Nathalie, étaient du côté de Mélissa. Nathalie est même allée jusqu'à me traiter de « narcissique manipulateur » pour « abuser émotionnellement » de sa sœur en dormant ailleurs après avoir été envoyée ailleurs. Le mardi soir a eu lieu l'incident. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé les serrures changées. Ma clé ne fonctionnait plus. Mélissa a ouvert la porte avec un sourire victorieux. Une nouvelle serrure. Pour ta sécurité. Voici ta nouvelle clé. J'ai pris la clé. Elle ne fonctionnait que sur la serrure du bas, pas sur le verrou de sécurité. Ça n'ouvre pas le verrou de sécurité. Il n'est fermé que quand je suis à la maison. Pour la sécurité. Donc je ne peux pas entrer quand tu es à la maison. Tu n'es jamais là la nuit de toute façon. Je l'ai regardé longuement. D'accord. Cette nuit-là, je n'ai même pas essayé de rentrer à la maison. Ni la suivante. Ni l'autre. Le vendredi, elle appelait sans arrêt. J'ai décroché à la 10e tentative. Où dors-tu? Pourquoi ça t'intéresse? Tu es mon mari. Je suis celui que tu as enfermé hors de la chambre puis hors de la maison. Tu m'as donné une clé partielle pour un endroit où je dors sur le canapé parce que j'ai été banni par message. Reviens juste à la maison pour dormir. Exactement où? Elle a raccroché. 1 heure plus tard, j'ai reçu un message. Très bien. Tu peux dormir dans le lit. Plus de canapé. Et mon ronflement? Je supporterai. À l'instant même, j'ai su que c'était un piège. Je suis revenu samedi matin pour prendre plus de vêtements. Elle m'attendait avec des emails imprimés. Apparemment, elle avait engagé un détective privé. Je sais où tu vas. Mon estomac s'est glacé. Le détective m'avait suivi jusqu'à la salle de sport, la vraie salle de sport où j'allais après avoir quitté mon appartement pour maintenir mon mensonge. Tu vas à la salle de sport chaque nuit jusqu'à 2 heures du matin. J'ai failli éclater de rire. Le détective n'avait pas découvert mon appartement. Il ne m'avait attrapé qu'à la salle de sport. Oui, je m'entraîne quand je n'arrive pas à dormir. Personne ne s'entraîne pendant 4 heures. Moi, maintenant, je m'entraîne. Elle m'a jeté le rapport du détective. Il confirmait littéralement mon mensonge. J'étais couvert. C'est de la folie, Robert. La folie, c'est d'engager un détective parce que tu es furieuse que je ne souffre pas sur le canapé où tu m'as banni. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes, cette fois. Je voulais juste que tu te battes pour notre chambre, pour nous. En te bannissant par message, je voulais que tu t'en soucies. Je m'en souciais. Tu m'as dit de ne pas m'en soucier. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors dis ce que tu veux dire, Mélissa. Utilise des mots comme une adulte. Elle m'a donné une gifle. Pas forte, mais suffisante. Je me suis reculé. C'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai assez de jouer à ce jeu. Tu veux que je reste à la maison? Agis en conséquence. Tu veux que je parte? Je reste dehors. Choisis. Mise à jour 4. La révélation. Dimanche. Elle a choisi le mauvais camp. Mélissa a convoqué une réunion de famille. Ses parents, Diane, Nathalie et son frère Paul sont venus. Ma famille, elle, n'était pas invitée mais Tom, mon frère, est venu quand même. Nous sommes ici pour discuter du comportement de Robert. Annonça Mélissa, comme si c'était une intervention. Mon comportement, ai-je ri. Très bien, discutons-en.
Elle avait préparé un PowerPoint. Oui, un vrai PowerPoint, intitulé L'abandon de Robert. Diapositive 1, une photo du canapé intact. Diapositive 2, des captures de ses messages à ses amis, se plaignant de dormir seul. Diapositive 3, le rapport du détective privé. Diapositive 4, des captures de mes entrées à la salle de sport. C'est la preuve d'un abandon émotionnel, déclara-t-elle. Tom n'a pas tenu. Il est parti dans un fou rire incontrôlable. Mélissa, tu as vraiment fait un PowerPoint sur ton mari qui va à la salle de sport après que tu l'aies chassé du lit? Il passe la nuit dehors parce que tu lui as dit de dormir sur le canapé. Diane est intervenue. Mel, c'est de la folie. Tu as créé cette situation. Je voulais juste qu'il cherche de l'aide pour son ronflement. Non, ai-je dit en me levant. Tu voulais du contrôle. Tu voulais que je supplie pour revenir dans ton lit. Et quand je n'ai pas joué ton jeu, tu as monté les enchères. J'ai sorti mon téléphone et montré à tout le monde le message original. Celui où elle me bannissait de la chambre. Puis celui où elle disait que Diane dormirait sur le canapé. Et enfin la photo des nouvelles serrures. Alors, qui abandonne qui, ici? Paul, son frère, avait l'air franchement mal à l'aise. Mélissa, ça ne donne pas une bonne image de toi. Et ils vous manipulent tous, cria-t-elle. Comment, ai-je demandé. En faisant exactement ce que tu m'as ordonné de faire? Gloria, sa mère, s'est levée. Assez. Mélissa, excuse-toi auprès de ton mari. Robert, rentre à la maison. Et vous deux, trouvez de l'aide. Je ne vais pas m'excuser, hurla Mélissa. C'est lui qui. Et qui quoi, les jeux interrompus. Et qui a obéi sans se plaindre? Qui n'a pas crié, pas hurlé, juste trouvé une solution pour ne pas perturber ton précieux sommeil? Le silence est tombé dans la pièce. Tom a brisé la tension. Frérot, dis-leur la vérité. Tous les regards se sont tournés vers lui, puis vers moi. Me dire quoi, exigea Mélissa. C'était le moment. J'ai un appartement, ai-je dit calmement. Je l'ai toujours eu. C'est là que je dors. La pièce a explosé. Mélissa a blêmi et puis est devenue rouge, puis violette. Tu avais un appartement tout ce temps? Mon grand-père me l'a légué. Je ne l'ai jamais vendu. 7 ans. Et tu as menti pendant 7 ans. Tu n'as jamais posé la question. Tu as juste supposé que je l'avais vendu. Je n'ai simplement jamais corrigé. Elle a attrapé la télécommande et me l'a lancée, puis un dessous de verre. Elle a essayé de renverser la table basse, mais Paul l'a retenue. Tu es un menteur. Un traître. Je suis juste un homme qui a gardé l'appartement qu'il a hérité. Ce n'est ni illégal, ni une trahison, ni mal. C'est de la tromperie. Comme engager un détective privé. Changer les serrures. Ou faire un PowerPoint sur son propre mari. Contre toute attente, Nathalie a pris la parole. Mélissa, tu l'as chassé. Il avait besoin d'un endroit où aller. En vérité, il a eu de la chance d'en avoir un. Tu prends son parti? Il ne devrait pas y avoir de parti, cria Gloria. Vous êtes mariés. Pas pour longtemps, hurla Mélissa. Tout le monde s'est figé. C'est ce que tu veux, ai-je demandé calmement. Peut-être bien. Très bien. Je suis allé jusqu'au placard du couloir, et pris l'enveloppe que je portais depuis 3 jours et la lui ai tendue. Qu'est-ce que c'est? Les papiers de séparation. Déjà remplis. Il ne manque plus que ta signature. Elle les a ouverts d'une main tremblante. Elle a lu. La pièce est devenue silencieuse. Tu avais déjà commencé? Pas encore. Mais j'ai tout préparé après que tu aies changé les serrures. Tu allais divorcer de moi. Tu m'as banni du lit par message, changé les verrous, engagé un détective, fait un PowerPoint sur mon abandon. Qu'aurais-tu fait à ma place? Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Le mascara coulait, les sanglots étaient lourds. Je voulais juste que tu te battes pour moi. Ce n'est pas comme ça que des gens sains agissent, Mélissa. Tom s'est levé. Je crois qu'on ferait mieux d'y aller. Les laisser parler. Tout le monde est parti sauf Gloria. Elle m'a pris dans ses bras, puis a regardé sa fille. Répare ça, ou perds-le.
Le choix t'appartient. Mise à jour finale la résolution. 3 semaines se sont écoulées depuis l'incident du PowerPoint. Mélissa n'a pas signé les papiers. À la place, elle m'a appelé le lendemain, calme, pour la première fois depuis longtemps. On peut parler? Vraiment parler? Nous nous sommes retrouvés dans un lieu neutre, un petit café du centre-ville. Elle avait l'air fatiguée, vidée. J'ai parlé avec ma thérapeute, a-t-elle commencé. Tu as une thérapeute? J'ai commencé la semaine dernière, après le désastre. Elle a expliqué qu'elle se sentait ignorée, mise de côté. Le ronflement n'était qu'un prétexte, un test, pour voir si je me battrais encore pour notre relation. Mais tu ne t'es pas battu. Tu as juste accepté. Parce que je ne lis pas dans les pensées, Mélissa. Tu disais le saute, et je demandais à quelle hauteur? Je croyais que c'était ce que tu voulais. Je voulais que tu t'en soucies assez pour résister. Ça, c'est de la manipulation. Pas de l'amour. Je le sais, maintenant. Elle a admis qu'elle me mettait à l'épreuve depuis des mois. De petites choses à observer si je réagirais, si je remarquerais, si je protesterais. Me bannir de la chambre était le test final. Mais tu t'es simplement adapté. Tu as trouvé une solution. Ça m'a rendu folle. Alors tu as escaladé. Oui. Et je le regrette. C'était sa première vraie excuse depuis des années. Nous avons parlé pendant 3 heures. Nous avons discuté de l'appartement, elle était encore blessée, mais elle a compris pourquoi je l'avais gardé. Nous avons parlé de communication, des jeux auxquels nous nous étions tous les deux prêtés. Je veux essayer une thérapie de couple, dit-elle. Pour de vrai. D'accord, ai-je répondu. Mais à certaines conditions. Plus de jeux, plus de tests, plus de messages pour me bannir du lit. Et l'appartement reste à moi. Ce n'est pas négociable. C'est mon héritage, mon espace. Ce n'est pas un secret, juste quelque chose qui m'appartient. Elle n'a pas aimé, mais elle a accepté. Nous avons commencé la thérapie il y a 2 semaines. C'est difficile. Nous découvrons des années de manque de communication. La thérapeute nous a décrit ainsi. 2 personnes qui partagent une maison, mais pas une vie. Difficile à entendre. Mais vrai. Nous dormons à nouveau dans le même lit. Elle a acheté des bouchons d'oreilles et une machine à bruit blanc. J'ai passé des tests d'apnée du sommeil négatif. Juste un ronflement banal. Certaines nuits se passent bien, d'autres moins. L'appartement reste mon refuge. Parfois j'y vais pour travailler ou simplement réfléchir. Mélissa le sait. Elle n'aime pas l'idée, mais elle l'accepte. C'est mieux que te perdre complètement. M'a-t-elle dit hier soir. On n'est pas réparé. Peut-être qu'on ne le sera jamais complètement. Mais on essaie. On essaie vraiment, sans jeu. Sa famille me voit encore comme le méchant pour avoir caché l'appartement. La mienne pense qu'elle est folle à cause du PowerPoint. Et Tom, eh bien, Tom rit à chaque fois que quelqu'un le mentionne. Le divorce en PowerPoint. Niveau avancé, dit-il. Pas très utile, Tom. Les papiers de séparation sont toujours dans mon tiroir. Non signés, mais prêts. Certains diraient que c'est du pessimisme. Moi, j'appelle ça du réalisme. Nous avons encore un long chemin devant nous. Et, honnêtement, je ne sais pas si on y arrivera. Mais pour l'instant, je dors dans mon lit, chez moi. Plus de fuites à minuit. Plus de mensonges sur « aller à la salle de sport ». Et si un jour elle m'envoie encore un message pour me dire de dormir sur le canapé? Eh bien, j'ai toujours un appartement entièrement meublé qui m'attend. Quelques leçons apprises. Garde ce qui t'appartient légitimement. Ne joue jamais à des jeux dans une relation. Dis ce que tu veux dire et veux ce que tu dis. Les PowerPoints sont faits pour les présentations, pas pour les interventions. Et garde toujours un plan de secours. C'est tout, Reddit. Ce n'est peut-être pas l'histoire de vengeance que vous espériez. La vraie vie est plus désordonnée que ça. Parfois, il n'y a pas de vainqueur, juste 2 adultes épuisés, essayant de reconstruire ce qu'ils ont eux-mêmes détruit avec leur orgueil et leur silence. Au moins, je ne dors plus sur cet instrument de torture qu'elle appelle un canapé. De petites victoires. Eddie, pour ceux qui demandent, oui, l'appartement est uniquement à mon nom. C'est un héritage d'avant le mariage. J'ai consulté un avocat.
Il m'appartient, quoi qu'il arrive. Eddie 2, et oui, le canapé est toujours horrible. C'est de la marque Madaran ou quelque chose comme ça. 3 calories d'inconfort pur. C'était son choix. Moi, je voulais un canapé en L. Je lui en veux encore un peu pour ça. Commentaire de Madame Reddit. Cette histoire illustre parfaitement comment la communication ou son absence peut détruire un mariage. La femme a transformé la relation en un champ d'expérimentation, espérant que son mari devine ce qu'elle voulait ressentir. Et lui, au lieu de réagir, s'est lentement éloigné, jusqu'à devenir un étranger dans sa propre maison. À la fin, personne n'a gagné. Il ne reste que 2 adultes fatigués, essayant de reconstruire ce qu'ils ont démoli eux-mêmes, avec fierté et silence. Et le détail le plus ironique ? Le canapé. Ce fichu canapé est devenu le symbole de tous leurs problèmes. Beau à l'extérieur, inconfortable à l'intérieur. Exactement comme leur mariage.